Bien, bonsoir, rebonsoir à toutes et tous et merci encore d'être venus nombreux malgré les difficultés que l'on connaît donc au niveau des transports donc, parisiens aujourd'hui. Un grand merci, encore une fois très appuyé de la part de la Bulac et de toutes ses équipes, donc à Sarah Keller, donc commissaire de l'exposition que vous venez donc de découvrir, et Annie Montaut, que nous avons ce soir le plaisir donc d'accueillir pour une discussion plus précise autour des enjeux donc davantage actuels, hélas, et urgents autour donc de l'eau en Inde, qui est une ressource précieuse et sous tension. Cette soirée est proposée donc en écho donc de l'exposition que vous avez découvert, actuellement en cours à la Bulac. Je reviens pas sur les détails donc de composition que vous avez pu déjà donc éplucher, Madame Montaut. Madame Keller, excusez-moi. J'en profite juste pour saluer au nom de la Bulac le travail donc collaboratif mené avec Sarah Keller tout au long donc, de ces mois, avec les collègues également chargés de collection donc, de la Bulac, our library curators, our collection curators, sur tous les fonds qui ont été mobilisés de toutes nos aires géolinguistiques incluses dans le sous-continent indien et qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour proposer la sélection d'ouvrages que vous avez pu découvrir à la fin donc, de votre visite en vis-à-vis finalement des photographies donc, de l'exposition originellement venue donc, de l'université d'Erfurt. Sarah Keller, je vais en profiter pour vous représenter l'une et l'autre. Vous êtes chercheuse et enseignante au centre Max Weber de l'université d'Erfurt en Allemagne, au sein du groupe de recherche Urbanité et Religion, formation réciproque. Vous avez notamment enseigné à l'université de Maharaja Sayajirao, j'espère bien prononcer, donc de Baroda en Inde. Vous avez été chercheuse à l'Institut d'études avancées de Nantes et professeur d'art et d'archéologie islamique à l'Institut d'études orientales de l'université de Bamberg en Allemagne. Ce soir, vous êtes accompagnée par Annie Montaut, vous êtes professeur émérite d'hindi et de linguistique à l'INALCO, membre du Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes, et vous avez publié l'an passé un ouvrage aux éditions du Seuil, 3000 ans d'écologie indienne, pensez autrement la nature, qui est juste devant vous. Vous vous apprêtez à aborder ensemble le thème de l'eau en Inde, nécessaire à toute vie, mais qui recouvre, comme vous avez pu déjà le voir, une dimension spirituelle très importante. Vos spécialités respectives permettent d'aborder l'eau sous plusieurs aspects dans des contextes indiens urbains. Là encore, je ne vais pas donc épiloguer donc là-dessus. Juste pour signaler également que cette conférence fait écho à la publication récente des actes du colloque, peut-être que vous en reparlerez, donc Madame Keller, donné autour de ces enjeux à l'université d'Erfurt et au centre de recherche Max Weber de la dite université. Je n'en dis pas plus et je vous passe la parole à toutes deux. On vous remercie encore. Merci Clément, et à mon tour, je souhaite vous remercier, vous, toute l'équipe, Anne-Claire Hudin, Benjamin Guichard pour commencer, qui m'a invité, qui a permis à cette exposition d'être visible ici à Paris. Et puis toute l'équipe, Hélène Richardot qui a commencé, et puis vous deux qui avez permis à ces images de faire le voyage depuis l'Allemagne jusqu'à ici. Ça a été toute une aventure et je suis vraiment heureuse de les voir ici. Donc merci à tous et merci à vous tous d'être là aujourd'hui malgré le jour dont on se souviendra, n'est-ce pas? Et merci Annie d'avoir bien voulu t'asseoir avec moi aujourd'hui et faire cette belle présentation ensemble. On s'est connus à l'IEA de Nantes et c'était un plaisir de préparer ça ensemble. Voilà. Et merci aussi, je dois dire merci pour votre patience parce que j'ai l'habitude de faire mes présentations en anglais et j'ai un mal fou à exprimer ce que je veux dire, donc je vous remercie pour la patience que vous avez avec moi aujourd'hui. Je voulais dire quelques mots après les discussions qu'on a eues avec Annie en préparation de cette soirée. L'eau est une thématique qu'on connaît tous, qu'on connaît aussi en France. C'est quelque chose qui nous préoccupe tous, qui nous a aussi toujours préoccupés. C'est quelque chose d'essentiel pour toutes les civilisations.
Et pourtant, je pense que se pencher sur l'Inde, ça peut être très important aujourd'hui pour nous, même ici en France, parce que l'Inde a des ressources, comme je l'ai déjà mentionné un peu plus tôt, des ressources qui soient à la fois culturelles, religieuses, mais aussi techniques, technologiques, sociales, légales même, qui peuvent nous aider à repenser cet élément et à repenser le lien qu'on a avec cet élément aujourd'hui. Et donc, je pense que l'Inde, notamment grâce au lien, à la dimension religieuse qu'on a en Inde avec l'eau, l'Inde peut nous aider à trouver des solutions, ou en tout cas peut nous inspirer à trouver des solutions aussi pour nous ici. Voilà. Et à titre d'exemple, je voulais mentionner ce qui s'est passé il y a quelques années. En 2017, la Haute Cour de justice de l'Uttarakhand a décidé que la rivière sacrée, enfin la rivière en tant que telle, et dans le cas précis c'était la Ganga et la Yamuna, pouvaient être considérées comme une personne légale. Et donc cette jurisprudence permet aujourd'hui d'intenter des actions en justice contre des industries, par exemple, ou des acteurs sociaux qui mettent en danger le fleuve ou la qualité du fleuve. Et donc cet outil légal qui est assez intéressant et original, qui permet de traiter le fleuve comme une personne, comme l'Inde a toujours fait d'ailleurs, parce que la rivière était une personne, c'était une déesse. De retransposer ça dans le système juridique, ça permet de repenser l'eau et cette entité de façon différente, et peut-être d'offrir des possibilités d'agir à l'heure actuelle pour les questions aussi bien de qualité que de quantité de l'eau. Voilà, donc on va parler toutes les deux aujourd'hui de nos livres respectifs. Qui évoque l'écologie, le lien à la nature. Toi, Annie, c'est surtout le lien à la nature. Tu as un chapitre sur l'eau. Et moi, c'est vraiment les actes du colloque sont vraiment axés sur l'eau dans le contexte urbain, donc ça exclut tout ce qui est rural et tout ce qui est irrigation. C'est vraiment la ville, mais dans une perspective historique. Et comment le fait de repenser le lien de l'eau que les gens ont eu avec l'eau depuis la première phase d'urbanisation, donc depuis la civilisation de l'Indus, peut nous donner des idées, peut nous aider à comprendre déjà les difficultés que l'Inde a aujourd'hui avec sa gestion de l'eau, et éventuellement penser l'eau autrement. Voilà. Et je pense que toutes les deux, le résultat qu'on a obtenu après nos discussions, c'était qu'on avait toutes les deux envie d'insister sur la notion de système et sur la notion de lien entre les différents acteurs, les différentes infrastructures, les différents espaces naturels. Donc des liens qui ont été tissés grâce à la culture, grâce à la religion, grâce à différents systèmes qui ont permis de distribuer l'eau. Et ces liens qui sont aujourd'hui en danger grâce à la modernité, grâce à l'urbanisation dont on a parlé tout à l'heure. Et donc tous ces éléments, que ce soit les acteurs, que ce soit les lieux, que ce soit les espaces, les projets, tout est compartimenté, tout est mis dans des petites boîtes. Les gens sont déplacés, les gens n'ont plus le lien qu'ils avaient avec les infrastructures. Les infrastructures sont coupées en petits morceaux. On va l'évoquer aujourd'hui, et c'est cette dissociation en fait qui crée les crises qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'on a envie de dire, je pense toutes les deux, c'est qu'il faut repenser l'eau et la nature et l'homme et la nature dans un contexte systémique, vraiment dans une dimension relationnelle, et c'est vraiment ça, je pense, qui peut nous aider. Voilà, recréer du lien. Je te passe la parole pour lancer les petites diapos qu'on a. Oui, lancer. Alors, je m'applique à tenir le micro comme on m'a dit. C'est bon? Vous entendez bien? Ok. Et ça serait quand même bien de revenir, peut-être, ne fût-ce qu'à la fin de la discussion, sur les deux aspects que tu as soulignés tout à l'heure, c'est-à-dire l'intérêt d'avoir érigé en personne juridique un fleuve. C'est pas une première en Inde, hein. Moi, je croyais que qu'il y avait eu un retour. Et bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Et puis aussi le côté
du lien religieux à l'eau. Et ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on va souligner toutes les deux. Et c'est vrai que c'est fortement marquant en Inde. Et c'est vrai que ça nous manque très fortement en Europe en général. Est-ce que c'est la planche de salut? Ça sera, on pourra en discuter tout à l'heure. Ça dépend de la question, est-ce que vous êtes optimiste ou pas, en fait, aussi. Hein. Alors, on va commencer. Et je commence direct par le côté que vous avez déjà vu un tout petit peu dans les images, le côté du gigantisme des modes de stockage de l'eau, avec, je vais pas broder là-dessus, mais simplement signaler les dégâts collatéraux. Là, c'est le barrage de Terry. C'est un des plus grands du monde, des 10 plus grands, c'est pas le plus grand du monde. Et il s'est installé sur une ancienne capitale royale avec une grande bibliothèque royale. Tout a été déplacé. Hein. La bibliothèque se trouve dans la nouvelle ville. Mais voilà, la construction d'un grand barrage, ça fait en Inde, par exemple, au cours des dernières années, ça a fait 40 millions de déplacés, des terres inondées, n'en parlons pas. Et la conséquence qui a été déjà envisagée, c'est aborder les déforestations entraînant des déforestations pour construire des lacs, mais pas que. Il y en a aussi pour d'autres raisons, entraînant des crues diluviennes et des glissements de terrain également diluviens. Voilà 2 exemples. Tout ça, c'est bien connu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les locaux, ça c'est dans l'Himalaya, dans le Garhwal, ils voient ça comme la colère de Shiva. Bien entendu, ils sont pas idiots, ils se rendent très bien compte du lien entre la déforestation, l'explosion des montagnes, la mise à nu de la terre, et puis le fait que l'eau ruisselle et qu'il y a des crues qui ont pas eu d'équivalent, enfin dans leur fréquence d'une part, et leur violence, mais ça les empêche pas de voir ça aussi, au même titre, comme une vengeance des dieux. Vous voyez le titre de l'article que j'ai pris dans Ejolt, c'est que pourquoi alors la colère de Shiva? Parce que beaucoup d'entre vous connaissent le mythe de la descente de Ganga dans la chevelure de Shiva, le fleuve céleste, avant d'arriver sur Terre, devait faire escale quelque part pour calmer la violence de son flot, autrement elle aurait tout ravagé, et cette étape calmante et apaisante qui a permis à la Ganga d'être un fleuve nourricier pour la terre, c'était la chevelure de Shiva. Et évidemment, Shiva étant le dieu de la montagne, le grand yogi qui habite en Himalaya, terre des dieux, ses cheveux c'est la forêt himalayenne. Alors couper la forêt himalayenne revient à s'attaquer à la chevelure de Shiva et donc sa fureur. Voilà, ça c'est une explication qui est dire cautionner, ça ne veut pas dire grand-chose, mais citer sans aucune dérision par des scientifiques. Par exemple, l'ancien directeur du Center for Science and Development à Delhi, Anil Agarwal, il cite ça, lui aussi. Il n'y a pas que Ejolt où on retrouve cette notion de damnation à cause de ce qu'on a fait, enfin de la colère qu'on a inspirée aux dieux par les malfaisances humaines. Voilà. Après, je me demande si oui, voilà, je te repasse la parole si tu veux bien. Alors une photo qui est un peu une image d'Épinal de l'Inde où on voit des hindous qui font leur rituel dans le Gange à Bénarès. Voilà une image typique qui paraît une scène normale de l'Inde urbaine aujourd'hui et que j'avais envie de mettre en question par une perspective historique, et c'était l'objectif de ce livre. Dans quelle mesure l'eau est importante non seulement pour la vie domestique en Inde, mais aussi pour la vie religieuse, aujourd'hui et par le passé. Et donc cette image de Bénarès, ville sacrée où tout le monde va faire ses ablutions, c'est aussi une image construite. C'est une image construite qui a un solide
qui est fortement ancrée dans la culture hindoue, brahmanique et même védique, puisque dès les Védas, l'eau, on accorde à l'eau une importance primordiale parmi tous les éléments, mais c'est aussi une image construite aujourd'hui politiquement pour construire ce city branding de Bénarès, ville sacrée, et pour construire, pour produire une image de ce que serait l'hindouisme aujourd'hui. Et donc la démarche historique de replacer ces rituels et d'essayer de comprendre comment cette vie culturelle autour de l'eau s'est développée est essentiel pour moi pour essayer de remettre en question cette image créée pour des fins politiques aujourd'hui et essayer de comprendre d'où vient ce lien et comment il s'est développé. Voilà, et d'arriver à la conclusion en fait que c'est le résultat d'une longue construction politique religieuse qui a fait que l'hindouisme, enfin en tout cas ce que aujourd'hui on connaît comme l'hindouisme, s'est tourné vers l'eau, alors que on part d'une culture, d'une tradition védique qui est principalement centrée sur le feu, sur le yagna. Le rituel principal védique, c'est le feu, c'est le rituel du feu, et c'est seulement donc à la 3e phase d'urbanisation, donc j'ai déjà parlé dans l'exposition, que la doctrine du feu est remplacée par la doctrine de l'eau, et le rituel principal qui était le rituel du yagna, un rituel extrêmement cher et compliqué, qui était donc réservé à une élite royale, et réformé pour créer un rituel centré sur l'eau qui permet à toutes les personnes d'effectuer ce rituel et donc d'avoir accès à la libération de l'âme. Oh, il en manque un bout. Oui, je vais partir là-dessus. Voilà, donc c'est le titre du livre, donc qui regroupe donc différents, qui est une collection de chapitres qui ont été présentés en 2021 lors de la conférence que j'ai organisée à Erfurt. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir 2 auteurs qui ont contribué au livre. Il y a Akhil Amirali qui est là et qui a écrit sur les citernes. Donc, on fera appel à toi tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus. Et Laura Verdelli qui a déjà parlé un petit peu de son terrain dans le Tamil Nadu. Et je vais présenter brièvement la table des matières et les différentes personnes qui ont contribué à ce projet. Donc l'idée c'était de comprendre quelles sont les forces urbaines qui contribuent à approvisionner la vie en l'eau, l'eau qui a approvisionné l'eau en ville, ou alors les forces qui au contraire restreignent cet accès. Alors pour commencer, on a une contribution de Julia Hegewald qui est professeure d'architecture en Allemagne et qui a écrit un livre qui s'appelle Water Architecture. C'est vraiment un livre de référence, on va dire, si on s'intéresse à l'architecture hydraulique en Inde, et qui présente un peu les différents types d'architecture hydraulique et la dépendance que les villes ont toujours eue avec l'eau et les raisons pour lesquelles les villes ont dû développer des techniques différentes selon leur topographie, leur géographie pour avoir accès à l'eau. Ensuite, on passe à un chapitre qui a été écrit par Yulia Shaw, qui est une spécialiste de l'Antiquité bouddhique et qui a écrit de nombreux papiers sur le monastère bouddhique comme la structure, l'institution qui permet de structurer le système hydraulique et de distribuer l'eau. Et donc, à cette époque-là, donc à partir du 5-6e siècle avant Jésus-Christ, les monastères bouddhiques se développent vraiment comme entité structurante socialement, mais aussi infrastructurellement. Et c'est elles qui ont les moyens de mettre en place
des systèmes d'aqueduc et de distribution de l'eau. Et ce sont des institutions qui ont donc un rôle qui dépasse le rôle religieux. Et c'est ce rôle-là qu'on retrouve aussi dans certains temples, notamment dans l'Inde du Sud, avec les fameuses temple towns, les cities, les villes qui sont construites autour de temples, où le temple a eu le même rôle institutionnel, religieux, mais aussi de gestion des ressources. Et c'est le temple qui construit les infrastructures liées à l'eau et qui maintient ces infrastructures, qui gère la gestion, la distribution, etc. Donc la religion a ici un rôle non seulement spirituel et philosophique, mais aussi très pratique, puisque ce sont les institutions religieuses qui distribuent l'eau. Ensuite, il y a un article qui a été écrit par Jutta Jain Neubauer, qui est aussi très connue pour ceux qui s'intéressent à l'eau en Inde, puisqu'elle a écrit en 1981 un livre qui s'appelait The Stepwells of Gujarat, qui a été un livre fondateur pour comprendre l'architecture des puits à degrés dans le Gujarat. C'est une historienne de l'art. Elle a écrit ici un papier sur la dynastie des Tughluks et les stratégies qu'ils ont développées, l'irrigation, toutes ces nouvelles infrastructures qui sont venues du monde persan en fait et qui ont été introduites en Inde à partir du XIVe siècle. On a un chapitre qui a été écrit par Nicolas Morel, qui est un archéologue français. Il travaille sur les forts du Décan. Il a écrit un chapitre sur Naldourg, qui est un fort typique perché dans le Décan, où il y a peu d'eau qui ruisselle, et donc il faut collecter l'eau des montagnes pour avoir assez de réserves pour pouvoir soutenir le siège. Donc vous voyez, tous ces différents chapitres permettent aussi d'avoir un aperçu des différentes stratégies qui ont été développées pour avoir accès à l'eau, que ce soit l'eau souterraine ou l'eau de ruissellement. Ensuite, Padma Joshi a écrit un article sur les Hiti, qui est un système principalement existant au Népal, qui permet de collecter l'eau des montagnes et le redistribuer en ville sous la forme de réservoirs sacrés où les gens descendent dans le réservoir et font aussi leur rituel. Voilà, des réservoirs donc, qui ont un rôle à la fois religieux et tout à fait pratique, puisque ça facilite aussi la distribution de l'eau dans les villes népalaises. Prakar Vidyarthi a écrit un article sur les temples de la ville de Baroda, les temples Navnath. Donc, ce sont des temples qui sont liés à une communauté de yogis, donc d'ascètes très très particulier, une communauté qui s'est développée aussi au Moyen-Âge. Et dans le cadre de Baroda, il a démontré que ces différents temples ont été distribués tout autour de la ville. Ils ont non seulement un rôle de distribution de l'eau, mais aussi un rôle spirituel de protection. Ils protègent comme un bouclier la ville avec grâce aux rituels qui sont effectués à la fois au niveau du temple et du réservoir qui est associé au temple. Akhil, qui est là, a écrit un article sur les citernes d'Ahmedabad. Si tu veux nous dire quelques mots tout à l'heure, tu nous diras quelques mots sur ton travail sur les citernes souterraines. Donc un système tout à fait original à Ahmedabad qu'on retrouve dans d'autres villes du Gujarat, mais qui est quand même très particulier à l'ouest de l'Inde. Un système qui permet de collecter l'eau de pluie pendant la période de la mousson grâce à une cisterne qui est construite sous la maison, un système de collection de l'eau au niveau de la terrasse et des tuyaux qui doivent être fermés et ouverts selon les différents jours. Donc il faut être très attentif pour que la citerne collecte seulement l'eau de meilleure qualité. Voilà. Ensuite, on a, pour finir, 2 papiers qui se concentrent plus sur les problématiques et les difficultés pour distribuer l'eau dans les villes.
Et là, un papier a été écrit par Heather O'Leary, qui est une chercheuse, une anthropologue américaine, qui a travaillé sur la ville de Delhi et les difficultés d'approvisionnement en eau de certains lotissements, notamment les lotissements musulmans qui souffrent de politiques d'exclusion en fait, et qui malgré les droits qui devraient être appliqués à tout type de colonie ont énormément de difficultés administratives pour obtenir la viabilisation en fait des quartiers, et donc qui doivent attendre parfois des années pour avoir une eau pas toujours de très bonne qualité. Et puis un dernier papier par Laura Verdelli, qui a parlé déjà tout à l'heure de son terrain au Tamil Nadu et des problématiques de tous ces réservoirs qui sont remplis et qui sont bouchés pour la construction, et qui empêchent la nappe phréatique d'être remise à niveau, et qui pose énormément de problèmes pour l'approvisionnement des villes aujourd'hui. Voilà. Et moi, je vais vous parler plus, à titre que je disais quand il n'y avait pas le micro, de complémentarité. D'une part, avec Sarah, c'est l'eau dans les villes, et avec Anupam Mishra, c'est l'eau rurale. Et du plus gigantesque au plus petit, puisqu'on a commencé avec les barrages géants, vous allez voir l'opposé. Je rajoute au passage, sur les barrages géants, il faut dire que ce qu'on appelle les grands barrages, ils sont tous géants en Inde, que ce soit celui de la Narmada qui est encore en construction, contre lequel il y a des mouvements qui mobilisent une énorme partie de la population, des gens des tribus. Ils sont à l'instigation d'une femme, Medapatcar, gandhienne, mais tous les autres barrages qui ont été construits sont en gros du type grand barrage. Du type de Terry, le premier que vous avez vu. Et ce qui m'intéresse, que j'ai appris d'ailleurs récemment, c'est l'attitude de Nehru. Parce que on suppose d'ordinaire que Nehru, qui était en faveur de l'industrialisation, un petit peu l'anti-Gandhi, si vous voulez, de son pays lors de l'indépendance, qui a été le promoteur de la Révolution verte, on suppose qu'il était aussi en faveur. C'est sûr qu'il n'a pas découragé d'emblée les grands barrages, mais 10 ans plus tard, en 1958, il dénonçait la passion du gigantisme devant le Board of Power, c'est-à-dire le ministère de l'électricité, enfin le bureau de l'électricité, et il disait: il vaut mieux 1000 petites choses, des petits barrages, des petites centrales à l'échelle du village, partout dans le pays, que 5 ou 6 grands projets dans 5 ou 6 endroits différents pour le bien général du pays. Il n'a pas été écouté, parce qu'après 58, le gigantisme a continué à dominer les constructions hydrauliques modernes. Alors voilà le nanisme maintenant, avec ce qui s'est passé. Ça, c'est la couverture d'un livre qui a été traduit en français de cet auteur-là, et qui, lui, décrit toutes les traditions, toute l'architecture hydraulique, pas seulement les lacs, comme l'autre livre, et du puits à la petite citerne. J'ai exprès choisi le plus minuscule du minuscule, c'est-à-dire des choses que on voit dans l'est du désert du Thar, au-delà de Bikaner par exemple, mais il y en a plein derrière Jaisalmer aussi. On a l'impression de voir des bouts de bois enfoncés un peu en forme de fourche, même pas toujours, par-ci par-là, dans le sable. Et quand on s'approche, on voit pas toujours, là sur cette photo, vous voyez bien qu'il y a quelque chose dessous, mais quoi? Et voilà ce qu'il y a dessous. C'est un puits qui est à la fois très étroit, c'est pour ça qu'il s'appelle d'un nom qui en hindi est le diminutif du mot puits, et qui peut être très profond, jusqu'à 60-80 mètres. Et l'orifice, vous allez voir avec le travailleur la largeur de l'orifice creusé. Voilà le puisatier au travail.
Donc il y a à peine la place pour un Rajasthani, pas gras bien entendu, de se lever pour creuser. Une chose très particulière à ces creuses. Alors pourquoi on fait ce genre de choses? Parce que c'est une région, l'est de Bikaner et Jaisalmer, où il y a une plaque de gypse qui retient l'eau, mais c'est-à-dire bien avant la nappe phréatique, une plaque qui retient l'eau de pluie. Donc, où la simple humidité qui peut descendre par le sable. Ils appellent ça l'eau capillaire, l'eau intermédiaire en hindi. Et c'est ces quelques gouttes qui sont captées dans ces puits innombrables. Il y en a tous les 200 mètres. Et ils captent évidemment très peu. C'est un bol, des fois dans les... Je parle pas de la mousson, hein, où c'est plus abondant. Mais le reste du temps, c'est très très peu. C'est pour ça qu'il y en a tellement. Et la particularité, c'est que c'est construit aussi uniquement avec les moyens du bord, si je peux dire. C'est-à-dire ici, on est dans une région où il n'y a pas de pierre, où il n'y a pas de bois, enfin très peu. Et donc, le parement du puits est fabriqué. Voilà les outils. Vous avez des outils minimalistes. Avec, vous voyez, une espèce de corde, mais qui est tressée avec l'herbe. Derrière la personne, c'est une sorte de liane. Et c'est la seule chose qui vienne en abondance dans ce coin subdésertique. Et c'est avec ça qu'on fait le parement du puits. La condition de ne recourir qu'au local, aussi bien dans les instruments utilisés pour forer, c'est vous dire à quel point on est loin du puits tubé, qui est foré avec de l'électricité, des marteaux-piqueurs, que dans le parement, que dans les constructions beaucoup plus impressionnantes des grands ouvrages. La tradition locale au Rajasthan, c'est de recourir à ce qu'il y a sur place. Et il y a des endroits où c'est du bois. Le parement, il va être en bois, enfin plus souvent en pierre, hein, quand il y en a. Mais ça fait partie, pareil, il peut y avoir un certain type de maçonnerie utilisant à la fois la pierre et puis un mortier. Et dans les digues des lacs, c'est très souvent le cas. C'est de la pierre. Ça arrive que ce soit que de la boue, mais c'est rare et c'est pas pour les grands lacs. Hein. Les grands lacs que vous avez tous en tête, ils ont des revêtements de pierre, des digues en pierre. Mais c'est parce qu'on la trouve sur place. Et bon voilà, c'est essentiellement ce que je voulais vous dire pour un petit peu militer en faveur du petit. Il n'est pas le seul. Hein. Quelqu'un comme Montesquieu, par exemple, dans l'esprit des lois, il défend, il s'occupe de l'égalité, hein, mais il dit qu'il ne peut pas y avoir d'équité sociale et juridique à partir du moment où on fait du trop grand. Un petit peu l'opposé de Condorcet. Et le secret de l'égalité sociale et de l'opulence pour le peuple, c'est la petite exploitation. C'était une digression. Alors, c'est petit, mais les grands lacs dont on verra plus loin avec Sarah des images, c'est pas si petit que ça. Hein. Ce qui est petit, c'est la mise en œuvre il peut y avoir tout un village, ça fait beaucoup de monde, mais c'est quand même toujours des travaux à échelle humaine. C'est pas des interventions technologiques lourdes. Et alors, ce qui est souvent énorme, c'est l'impluvium. Plus le lac de retenue est grand, plus l'impluvium est vaste. Celui de Jaisalmer a des dizaines de milliers de kilomètres. Parce que maintenant, comme il a été dit à l'exposition, beaucoup est fracturé, coupé. Il y a des constructions, l'urbanisation, ou même des usages agricoles ou industriels peu conformes au ruissellement. Bon bref, il y a toutes ces offenses à l'impluvium. À l'origine, l'impluvium, qu'il soit petit ou grand, était signalé, pas gardé, signalé. Et ce simple signalement, je rejoins les dernières images, la dernière image sur le lien du sacré à l'eau. Ça, c'est un pilier qui signale, mais il signale de façon religieuse. Il y a des images de divinité. Et quel que soit le pilier, il y a quelque chose qui le rattache à une divinité, locale ou pas locale, et qui suffit à faire régner la loi, qui est celle d'un bel impluvium, c'est-à-dire pas cracher, pas uriner, pas marcher avec des chaussures, pas salir, etc. Voilà, je crois que c'est tout pour oui.
Alors, je vois que l'image est fixe. Alors, je vais montrer déjà celle-là. Donc, c'est une illustration d'un puits à degrés qui est un genre architectural qu'on retrouve surtout dans l'ouest de l'Inde, mais qui s'est développé à partir du 13-14e siècle aussi dans le Rajasthan, à Delhi, dans d'autres régions du nord de l'Inde. C'est une structure qu'on retrouve assez peu dans d'autres régions du monde. On a quelques exemples dans l'Antiquité au Moyen-Orient, mais de façon générale, c'est quand même un genre architectural qui est unique à l'Inde. Comment ça se présente? Donc c'est un puits comme on pourrait le connaître, mais auquel on a rajouté des escaliers qui permettent d'accéder à l'eau. C'est-à-dire qu'on n'accède pas seulement à l'eau en tirant l'eau de la margelle du puits, mais on peut descendre dans le puits. Donc ce bâtiment, enfin ce monument, c'est pas seulement un puits, mais c'est aussi un lieu de vie, un lieu de sociabilité. Ce sont souvent des monuments gigantesques. Comme on peut le voir ici, c'est le puits à degrés d'Adalaj qui est à côté d'Ahmedabad, qui a été construit au XVe siècle. Un monument historique qui est classé aujourd'hui, qu'on voit qui est extrêmement riche au niveau de l'ornementation et qui avait des fonctions diverses. Aujourd'hui, la richesse architecturale fait que beaucoup de puits à degrés sont restaurés et sont réhabilités, parfois sont réutilisés aussi, mais enfin souvent quand même pour des fonctions touristiques. Et on en oublie un petit peu quelles étaient les fonctions du puits à degrés à l'origine et pourquoi on a commencé à construire ce genre de monument. Et là, je reviens à la photo d'avant, où on voit une coupe du puits. Donc c'est ce qu'on voit en haut à droite, c'est une coupe de ce puits où on voit tout à fait à droite le puits lui-même, donc l'endroit où on peut aller puiser de l'eau, et puis à gauche les marches d'escalier qui descendent, comme ça on voit sur différents étages, donc c'est très très profond. Et en bas, on a aussi un plan où on voit plus clairement ces escaliers qui descendent jusqu'à tout à fait à droite. La partie ronde, c'est là où se trouve l'eau, là où on peut puiser l'eau. Donc ça, c'est un puits à degrés tel qu'il se présente aujourd'hui. Ce qui est important de noter, c'est qu'à côté de cette partie ronde qu'on voit tout en bas à droite, il y a... j'ai pas de pointeur, mais vous voyez qu'il y a un endroit, une partie octogonale. Cette partie octogonale, c'est un bassin rituel. Et c'est un élément essentiel puisqu'il nous permet de nous rappeler que ces lieux étaient surtout construits pour des rituels d'ordre donc religieux, des pratiques religieuses, et que le puits à degrés était dédié souvent à des divinités qu'on retrouve au niveau iconographique sur les parois du puits quand on descend les marches, et avait une fonction religieuse. Donc les gens descendaient faire leur rituel. À partir du XIIIe, XIVe, XVe siècle, quand toutes ces régions du nord de l'Inde passent à l'islam, de nouveaux espaces liés à l'eau sont développés autour des mosquées, par exemple. Donc, il y a une nouvelle culture de l'eau qui est introduite en Inde, de nouveaux espaces liés à l'eau. Et ces puits à degrés perdent un peu leur rôle religieux et deviennent des lieux d'approvisionnement en eau qu'on utilise surtout pour l'irrigation. Donc, on utilise la roue persane qu'on voit ici sur la gauche, qui permet de tirer l'eau du puits. Et puis, ce sont des lieux aussi qui sont très importants pour le commerce, puisqu'ils sont égrenés sur le territoire et que les caravanes qui apportent les marchandises qui traversent le pays ont besoin de lieux de ressources où on puisse puiser de l'eau pour les hommes et pour les bêtes. Et donc, ces lieux deviennent comme des espèces de caravansérails ou des lieux de passage où les marchands s'arrêtent la nuit. Et donc, ce sont des étapes essentielles pour le commerce. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce sont des lieux qui sont surtout dont on se souvient souvent comme des lieux de commerce et de repos où les gens se reposent parce qu'il fait frais à l'intérieur, c'est calme, c'est frais, donc on va faire la sieste dans le puits à degrés. Mais voilà, il y a toujours cette dimension religieuse qu'on a aujourd'hui parfois tendance à oublier. Et avec la dimension religieuse,
s'il faut enchaîner, Sarah a dit dans l'introduction que l'intérêt de ces technologies traditionnelles, c'était le côté systémique, qu'on voit le vivant comme un système, l'eau dans ce vivant comme partie d'un système, et de même, les travaux autour de l'eau, c'est systémique. C'est-à-dire, on peut pas juste voir la collecte de l'eau, il y a ses usages, il y a sa gestion, et parmi les usages agricoles, je commence par celui-là, parce que c'est celui qui est le plus problématique dans la révolution verte, c'est-à-dire l'utilisation massive de l'eau. C'est aussi le cas dans l'agriculture intensive française. Hein. L'agriculture est, je crois aussi, le premier consommateur d'eau. Et là, vous avez à nouveau, comme vous avez vu pour les puits, le choix du petit. C'est-à-dire, c'est toujours dans le même milieu, puisque j'emprunte toute cette documentation à un livre qui a été fait sur les techniques hydrauliques du Rajasthan. Donc évidemment, il y a peu d'eau. Et voilà le système d'irrigation. Donc vous voyez, à étage. Et ce qui est intéressant, comme tout à l'heure pour le puits à degrés, cette espèce de puits lieu de vie, lieu de culte, qui était non seulement adjacent, mais en partenariat dans son action avec l'eau qui vient à côté et qui sert à d'autres usages que rituels. Ici, vous avez ce partenariat. C'est pas articulé aussi directement, mais vous voyez la surface irriguée ici, avec quand la mousson arrive au Rajasthan, même s'il y a peu d'eau, elle peut couler très violemment. Donc c'est des espèces de sas là pour ménager l'eau qui s'écoule dans le dernier canal que vous voyez. Et en gros, le système de Cadine est un système de culture sur la base de l'eau une fois qu'elle a été absorbée. C'est-à-dire on n'irrigue pas tout le temps de la culture, on profite de cette humidité pour semer. Évidemment, on va pas faire du maïs là-dessus, mais c'est des cultures vivrières et des cultures peu gourmandes en eau. Voilà comment ça se passe, et c'est le système, pratiquement le seul système de culture irriguée des régions subdésertiques, c'est-à-dire de l'ouest du Rajasthan. Il y a l'élevage, bien entendu. Et alors, vous voyez que il y a aussi les arbres. On les voit en coupe et puis on les voit en plan. Il n'y a pas, et on voit un petit puits aussi sur le graphique. Et c'est-à-dire que en même temps qu'on construit cet espace, articulé quand même sur la rétention, même saisonnière seulement, d'un peu d'eau, on plante. C'est pas des arbres qui étaient naturellement là. Et de même, sur des ouvrages beaucoup plus imposants, le fait de planter, de planter pas n'importe quoi, les plantes purificatrices de l'eau, enfin il y a tous les détails dans les chapitres que j'ai consacrés à ces techniques dans le livre, la manière de construire les digues aussi, la disposition des parcelles plantées derrière pour les grands lacs et pour les petits, les Cadines c'est des petits carrés, les grands lacs du genre du lac de Jaisalmer immense, il était aussi originellement assorti à toute une hiérarchie de cultures, arborées d'abord, et puis des cultures, y compris des mangueraies derrière. Donc, mais tout est choisi pour être articulé en fonction. Les cultures sont disposées, par exemple, selon l'étagement des lacs, des bassins de rétention. Il peut y en avoir jusqu'à 40. Et plus les canaux desservent d'eau, plus il y aura les cultures gourmandes en eau, et ainsi de suite. Donc ça pour le côté d'articulation toujours très soigneuse entre ce qu'on plante, la manière dont on va stocker l'eau, la collecter d'abord et la stocker ensuite, et puis avec le travail des humains. Et là je viens au côté systémique un peu plus vaste, c'est la manière dont un village vit.
Bien sûr, c'est essentiel d'avoir l'eau, c'est essentiel d'avoir les cultures vivrières, mais il y a aussi la culture locale. Je parle pas du religieux, il en a été beaucoup question déjà. Bien entendu qu'il est toujours présent, mais il y a les écoles, par exemple. Il y a des villages entiers de cette région orientale occidentale, excusez-moi, du Rajasthan, ont subi des exodes soit saisonniers, soit définitifs. Ça finit par devenir des villages désertés à cause des sécheresses. Et vous voyez qu'à l'initiative de certains villageois ici, je dis vous voyez, c'est pas évident, mais on voit qu'il y a quand même toute une petite population. C'est pas des ouvriers technologiques, c'est les locaux qui remettent en service, qui restaurent des techniques anciennes. Ici, c'est celle des carrés d'irrigation, qui ne sont évidemment en eau qu'à la mousson. Et ça donne, alors une fois en eau, voilà, et ça permet, alors voilà la confrontation. Il y a eu plusieurs expériences de ce type, et au Maharashtra et au Rajasthan. Bon, ça illustre évidemment le contraste entre quand on prend soin des techniques anciennes, quand on prend soin aussi de leur entretien, de les comprendre, c'est-à-dire de comprendre pourquoi on fait ceci et dans quel ordre, eh bien ça peut permettre de passer d'un état désertique, c'était il y a 20 ans par exemple, à aujourd'hui. Et le village, alors voilà, les cultures, mais c'est pas du maïs, hein, c'est du blé ou des orges, de ce type de céréales qui est cultivé. Il dit on a tout, et en particulier on a dans ces villages qui ont été considérés comme des villages miracles, des villages ressuscités, grâce à des initiatives. Le plus souvent c'est des initiatives individuelles, mais immédiatement qui font, si je peux dire, grain de sable, qui font masse, et c'est une troupe importante de villageois. Mais c'est toujours local. Ça ne vient jamais d'une ONG, par exemple, ou d'un apport extérieur, et ça ne consomme pas non plus de matériaux extérieurs. Mais ce qui se passe en même temps, c'est que des écoles se remettent en place, et des écoles spéciales où les enfants, bon, d'abord, ils peuvent quand même aller un petit peu travailler au champ, mais surtout, ils apprennent ces technologies, ils apprennent l'importance de ces technologies, aussi la manière de gérer l'eau dans les lois coutumières anciennes qui continuent à survivre dans ces panchayats de village, les conseils de village. Et puis, bon, quand on peut, il y a aussi l'électricité. Ça ne veut pas dire qu'on crache entièrement sur la modernité, hein. Et le médical et le juridique, et tout ça, c'est peu ambitieux au niveau, je dirais, les villages les plus peuplés, ça touche à peu près 8-10 000 personnes. Vous voyez, ça n'est pas rien, mais c'est pas énorme l'échelle. L'idée, évidemment, c'est de ramifier, de multiplier ce réseau pour au moins limiter l'exode rural, qui continue tout de même s'il est moins accéléré qu'il n'a été dans les années 50 ou 60. Voilà. Alors, est-ce que c'est une hypothèse raisonnable? Est-ce que c'est un pieux espoir? Je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que ça marche à l'échelle de petites communautés. Et ça marche de plus en plus, puisque, bon, là, c'est une expérience des années 2020. Et la première que je vous ai montrée, les carrés d'irrigation, c'était de 90. Voilà. Après, je repasse la parole à ma voix. Moi, je vais continuer à parler des technologies. Tu as dit que l'électricité, oui, ça peut aider. Les technologies ont toujours aidé à faciliter l'accès ou à la distribution de l'eau. La différence principale peut-être avec les projets qui datent d'avant le 19e siècle, c'est que ces technologies accompagnaient la nature, mais n'allaient pas contre la nature. Et pour moi, c'était important
d'essayer de comprendre la ville de façon globale pour arriver à avoir une idée de la façon dont l'eau était gérée, pas seulement au niveau local d'un puits à degrés ou d'un réservoir, mais comment elle était pensée de façon plus grande pour toute une ville, par exemple. Et avec les exemples que je vais vous montrer là, on voit qu'il y avait une réflexion générale qui vraiment s'appuyait sur la topographie, sur la géographie, sur les forces de la nature, sur l'idée de cycle de l'eau qui descend, parce que l'eau percole, l'eau descend, l'eau s'infiltre, donc c'est difficile de penser l'eau de façon isolée comme on le fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a des tuyaux et donc on peut penser l'eau de façon isolée, mais c'est plutôt en accompagnant les qualités de l'eau, donc la qualité de la gravité et puis de l'infiltration, que des systèmes ont pu être mis en place de façon efficace à grande échelle. Et donc là, on a un exemple. Donc c'est plusieurs cas d'études que j'ai effectués dans l'Inde, dans le Gujarat actuel, donc l'Inde occidentale, qui est mon terrain. Différentes études, de cas d'études de villes d'époques différentes. Là, il s'agit de Champagner, qui était la capitale du Gujarat pendant quelques décennies, pendant très peu de temps. On a des villes comme ça en Inde qui ont émergé grâce à la volonté d'un souverain et qui ont disparu aussi. Et c'est très intéressant au niveau archéologique puisqu'on peut reconstituer l'image entière de la ville, ce qu'on ne peut pas faire pour une ville qui est toujours utilisée. Et donc Champagner, qui était donc capitale à la fin du 15e, début du 16e siècle dans le Gujarat, a été construite tout près d'un site volcanique. Je ne sais pas si on le voit de loin, mais en bas à gauche, c'est un volcan qui se détache nettement de la plaine autour et qui permet de collecter l'eau de ruissellement depuis l'ancien cratère en fait, et de collecter toute cette eau et de la faire descendre jusqu'au pied de la colline où a été construite cette ville. Donc le grand trait noir qu'on voit, c'est les fortifications de la ville de Champagner. Donc l'eau descend, approvisionne la ville et continue jusqu'à ce grand lac qu'on voit sur la droite, qui permet lui de tirer de l'eau quand on arrive à la fin de la saison et qu'il y a plus d'eau qui ruisselle. Donc ce lac est immense, il fait plus de 800 mètres de large. Ça a été prévu pour une population très importante. Malheureusement, la ville n'a pas duré aussi longtemps, mais on voit que les travaux gigantesques qui ont été entrepris à l'époque, avec tout un système de canaux, d'irrigation, donc c'était pas seulement quelques systèmes isolés comme on peut les voir aujourd'hui, c'est pas seulement quelques puits par-ci et par-là, quelques lacs par-ci par-là, c'était tout le système qui était pensé de façon coordonnée et vraiment en appui avec la topographie pour arriver à collecter toute cette eau et la ramener vers la ville ensuite pendant la période de sécheresse. Un deuxième exemple, c'est la ville d'Ahmedabad, qui a été la capitale du Gujarat, toujours de la même région de l'Inde, à partir de 1411, date de fondation de la ville. On voit ici en noir, le trait noir, donc c'est les fortifications qui marquent la cité d'Ahmedabad telle qu'elle était au 15e, au 16e siècle. La ville a été construite directement au bord du fleuve. Ce qui était une stratégie des villes islamiques, ce qu'on voyait pas en Inde en fait avant, mais à partir du moment où ces régions sont passées sous le sultanat, on a construit de plus en plus de villes très proches des fleuves, puisque c'était la tradition dans le monde persan. Mais c'est une tradition qui pose ses problèmes en Inde à cause de la crue. Et la raison pour laquelle on ne construisait pas les villes directement sur les fleuves aux périodes plus anciennes. Donc à partir du 15-16e siècle, il faut trouver des solutions pour arriver à s'approcher du fleuve sans l'endommager. Donc non seulement on choisit des sites qui sont un petit peu plus élevés, qui permettent, en construisant une fortification, de créer comme un barrage qui protège la ville, d'accompagner le développement urbain d'un plan qui permet à l'eau de ruisseler et de descendre dans le fleuve.
Et encore aujourd'hui, on peut l'observer de façon très notable. La ville ancienne est très peu inondée, alors que la ville nouvelle qui s'est développée de l'autre côté du fleuve ou même tout autour de la fortification est régulièrement inondée. On a des inondations parce que tout a été bétonné et ça n'a pas été pensé en fonction de la mousson, alors que la ville ancienne, les rues ont été pensées comme des canaux en fait, et pendant la mousson, toute l'eau descend dans les rues et se jette dans le fleuve. Et donc l'eau ruisselle mais ne stagne jamais. Donc on n'a pas d'inondation dans la vieille ville. La deuxième chose, c'est qu'on a construit des lacs à intermédiaires réguliers. C'est ce qu'on voit sur la droite, tous ces points bleus. Il y a beaucoup plus de lacs qui ont été construits à l'époque, mais là, cette carte met l'accent sur un système qui a été mis en place tout autour de la ville et qui permet non seulement d'approvisionner la ville, puisque ces lacs sont construits à proximité, donc en période de sécheresse, on peut aller chercher l'eau dans ces lacs, mais ça permet aussi de faire passer le surplus de la Sabamanti en cas d'inondation et d'éviter que la partie du fleuve qui est directement à proximité de la ville déborde. Donc chaque lac avait un système d'ouverture de fermeture et on régulait comme ça la quantité d'eau et ça évitait à la ville elle-même d'être inondée. Voilà, ce sont des lacs qui sont toujours visibles aujourd'hui, notamment le lac de Cancaria qui est devenu une sortie du dimanche pour les gens d'Ahmedabad. Donc c'est le lac qu'on voit, le lac bien rond, je ne sais pas si vous le voyez, c'est marqué Cancaria Lake. Et j'ai amené ici une photo, c'est un lac qui était probablement le plus grand lac artificiel de l'Inde à cette époque, donc au XVe siècle, quand il a été construit par le sultan Qutbuddin. Et on voit ici le gigantisme et en même temps, ça donne une idée de toute cette planification urbaine. Toute la ville était pensée en fonction de l'eau. Est connue parce qu'elle fait un peu la vitrine des agences touristiques, c'est le lac de Jaisalmer. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à en ajouter, sauf le gigantisme que je suis. Puis on a déjà mentionné le fait que il y a cette complémentarité entre la ville et le lac, et que de l'autre côté du lac, il y a les cultures. Donc c'était juste pour faire écho, mais on voulait terminer sur le côté féminin de l'eau. Enfin, pas terminer, on a commencé dessus. Revenir, conclure sur le côté féminin pas de l'eau. Hein. En tout cas, moi, je dirais pas ça. Mais moi, je me contenterai de parler du rôle des femmes comme activistes de l'eau, pour des raisons que vous avez compris à l'exposition, que l'eau, évidemment, ça mobilise une partie importante du travail des femmes et des heures passées dans la journée de travail des femmes. Donc on comprend bien qu'elles soient en tête de ligne, si je peux dire, des actions pour la préserver. Ici, c'est une image cliché qui n'est pas empruntée directement au militantisme des femmes dans l'eau, qui existe par ailleurs, je vous en dirai deux mots, mais le militantisme des femmes dans la sauvegarde de leur montagne. Et on a vu dans les toutes premières images que l'un va pas sans l'autre. Hein. Il y a une synergie évidente pour quiconque s'occupe de l'environnement entre l'arbre et l'eau, la rétention des précipitations, la fixation de l'eau. Il y a aussi une synergie religieuse dans le cas de l'Inde, en tout cas. Donc, indirectement, on peut dire oui, ces femmes, elles sauvent aussi leur patrimoine en eau. Mais d'abord et avant tout, bien sûr, c'est les arbres. Et c'est un des premiers mouvements qui a mis en honneur les femmes. Ça se passe dans l'Himalaya. La foresterie dans les années 70, la foresterie indienne a des visées lucratives sur leur forêt. Leur forêt qui est aussi leur gagne-pain, parce que c'est là que le bétail peut paître, c'est là qu'on ramasse le bois de chauffage, et surtout le combustible pour faire la cuisine, et ainsi de suite. Les hommes en général
travaillent en ville, dans les plaines, en Himalaya, parce qu'il n'y a pas assez de travail. Et l'argent ne vient que du travail masculin en ville. Donc, il se trouve que les expéditions forestières de l'État indien ont coïncidé avec la présence des seules femmes au village, et donc elles ont pris la tête de cette action qui consiste à s'enlacer, d'où le nom Chipko, ça veut dire enlace-toi, au tronc des arbres pour empêcher les tronçonneuses des forestiers. Et vous les voyez là. Après, il n'y a pas eu que ça. Hein. Attends, on reviendra sur l'image. Il n'y a pas eu que ça. Les derniers en date, les plus connus, parce qu'ils ont été commentés dans le monde français par Vandana Shiva, qui est, comme vous savez beaucoup, un petit peu l'égérie de ce qu'on a appelé l'écoféminisme. Elle a écrit le bouquin fondateur, ou un des, qui s'appelle Écoféminisme, avec Mies, et elle a accordé un long article à une action finalement un petit peu isolée des femmes d'un village du sud du Tamil Nadu qui s'appelle Plachimada, et dont les puits étaient empoisonnés, asséchés. D'abord, la nappe phréatique baissée, tout ça on en a parlé tout à l'heure. Et dans ce village, elles avaient plus de quoi boire, et le peu qu'elles recueillaient empoisonnait leur famille. Et cette action délétère au niveau, en tout cas l'assèchement particulier dans ce village de Plachimada, était due aux usines de coca, c'est des usines qui consomment énormément d'eau et qui rejettent une eau qui n'est pas potable. Donc les deux phénomènes, ça faisait l'enfer de la vie féminine à la cuisine et puis de toute la famille. Donc elles ont commencé par faire un sitting, c'est une modalité typiquement indienne de la protestation. On fait un sitting, on reste sur place, on entoure, on dort sur place et on entoure pacifiquement. Là, elles l'ont fait aux grilles de l'usine. Et puis, peu à peu, le village, puis le district, puis le bloc, puis enfin, ou l'inverse. Et de fil en aiguille, ce mouvement a gagné la région. Il a été soutenu par beaucoup d'activistes environnementalistes de la région. Et puis, il a finalement obligé l'État, et c'est devenu un mouvement national, contre les usines de Coca-Cola. Ça a pris tout ce temps de 2003 à 2010, vous voyez, pour que Coca-Cola quitte le village. Je crois qu'il a quitté plus tôt, mais après, c'est un petit peu comme le mouvement Chipko. Je voulais juste tempérer que quand on voit la vigueur, les succès aussi historiques de ces masses de gens, soit qui font le siège d'une entreprise. Ça a été le cas dans Silent Valley pour une usine de rayonne. Ça a été de nombreuses fois le cas. Ou quand on voit ces files de marcheurs à la Gandhi qui font des grands pèlerinages à pied pour revendiquer leurs droits sur la forêt, leurs droits sur une eau. On est optimiste. On se dit, il n'y a aucun pays au monde où il y a des actions aussi vigoureuses et qui parviennent à leur fin. À part ça, on continue à déforester l'Himalaya, on continue, même si c'est à un rythme moins accéléré, à déforester les Ghats occidentaux, malgré le succès de nombreux mouvements, surtout dans les années 80-90, et Coca-Cola est allé ailleurs, mais n'a pas quitté l'Inde. Et quand il a été contraint de fermer la boutique Coca-Cola, il a réinvesti dans, je sais plus si c'est Maza ou une autre boisson locale. Et voilà. Donc les dégâts continuent. Il y a des succès. C'est peut-être mon pessimisme naturel. Je vais laisser la parole à Sarah, qui l'est sûrement moins que moi, pour commenter l'image d'avant sur le féminin aussi. Ah non. Alors c'est le mot de la fin. Oui, c'est important pour moi aussi de finir sur cet aspect féminin, peut-être une autre dimension qui permet de relier le rural et l'urbain.
pour se rappeler en fait que les divinités féminines, les déesses, étaient très importantes dans les villages pour les rituels de fertilité, etc., qui étaient importants en milieu rural en fait. Et c'est cette troisième phase d'urbanisation qui a poussé les villes dans des zones qui étaient encore pas développées, des zones qui étaient forestées, qui a ramené en fait ces déesses féminines dans la vie urbaine. Et qui a aussi ramené l'eau. Donc l'eau a eu aussi ici un rôle important à jouer, puisque le fait que de nouvelles technologies ont permis de développer de nouveaux territoires et de quitter les régions fluviales, puisque la deuxième phase d'urbanisation, c'était vraiment autour du Gange et des grands fleuves, le Sacré. À partir de la troisième phase d'urbanisation, les techniques d'eau permettent de s'éloigner du fleuve, d'emmener l'eau, d'irriguer beaucoup plus loin que on l'a toujours fait. Et donc de ramener et de fusionner toutes ces cultures et de ramener ces déesses qui étaient vraiment marginalisées dans les zones rurales et de les ramener en ville et de ramener aussi l'eau et le féminin dans le paysage religieux, culturel et social, lieu de sociabilité de la ville, et qui fait que aujourd'hui, ou en tout cas pendant longtemps, l'eau était important, c'était un élément important du paysage urbain. Aujourd'hui, on voit plutôt que l'effet est en train de partir en marche arrière, et donc on est en train de quitter ces paysages urbains aquatiques, mais avec tous les mouvements dont tu as parlé, les artistes qui essayent de plus en plus de parler de l'eau, il faut quand même espérer qu'on comprenne que l'eau n'a pas seulement un rôle domestique, mais vraiment un rôle pour les sociétés. Et peut-être, oui, ce que je voudrais dire aussi par rapport à cette image, c'est que quand l'exposition a été présentée à Bhopal, les réactions que moi j'ai eues, ça a souvent été beaucoup de nostalgie par rapport à ces lieux liés à l'eau qui n'existaient plus, ou des personnes qui avaient l'habitude d'aller nager, etc. Et l'eau a complètement disparu de ces paysages urbains, et c'est là qu'on voit que c'est pas seulement une ressource, que c'est pas seulement un besoin pour boire, pour manger, pour se doucher, mais il y a vraiment un lien intrinsèque qui a besoin d'être établi ici, et qu'on espère avec l'art, avec la recherche, pourra peut-être être développé un peu plus là-bas comme ici. Voilà. Merci à tous, et puis on passe aux questions s'il reste un peu de temps. Oui, voilà. Merci beaucoup à toutes deux pour cette... Merci beaucoup. C'était passionnant. Donc, en effet, j'ai essayé. Si, je suis descendu à un moment, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Non. Donc, l'essentiel, c'est que ça finisse aussi sur une belle note donc d'optimisme. Et je pense que c'est. On va éventuellement, donc en effet, passer aux questions. Moi, je peux passer donc parmi vous, si vous avez des questions et même des remarques. Donc, n'hésitez pas à vous signaler. Oui, monsieur. Et je précise juste avant que nous vous attendons juste après ce temps de questions pour un petit cocktail, en fait. Voilà, donc, pour clôturer cette rencontre donc aujourd'hui, juste à la sortie de l'éditorium. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que ça marche là? C'est bon? Oui, d'accord, très bien. Pardon, je ne sais pas si Akhil devait prendre la parole. Hein. Je suis désolé de passer devant vous. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation tout à fait passionnante. Hein. Ça donne vraiment envie de lire cet ouvrage qui a l'air tout à fait intéressant. Et je crois qu'il y a des exemplaires, ou au moins un exemplaire qui se trouve à la Bulac. Donc, certains parmi nous, y compris moi, ont tout à fait l'intention d'aller l'emprunter et le lire. Hein. Si on voit cette relation avec l'eau, je crois qu'il y a une dimension
politique aussi qui est là. La question de comment est-ce qu'on peut utiliser l'eau comme moyen de pouvoir, l'accès à l'eau en tant que arme en quelque sorte, hein, y compris dans la mythologie hindoue. Si on creuse un peu les légendes très connues concernant Krishna par exemple, hein, cette légende entre lui et Indra, où il y a le Indra, le dieu jaloux de la popularité du petit Krishna, est en train d'envoyer ces trompes d'eau pour justement submerger plutôt la région de Braj, et Krishna trouve un moyen de se mettre un peu à l'abri avec le montagne, le sommet Govardhan. Il y a quelque part cette idée que l'eau peut être utilisée pour garder, pour imposer, pour faire montre de son statut, de son pouvoir, etc. Et beaucoup plus récemment, on connaît l'ouvrage de Premchand, cette nouvelle, le puits du seigneur Thakur Kakouan, où cette question de autoriser ou non l'accès à l'eau du village aux intouchables est une question qui est tout à fait qui est posée de manière tout à fait extraordinaire. Alors, je peux juste ajouter un petit mot à ce que vous disiez concernant ces lacs artificiels du Rajasthan. Dans cette région de l'Inde, le fait de construire un lac, un étang, était vu comme étant un devoir d'un souverain. L'image dont tu nous avais parlé, Annie, c'était le lac Gatsisar de Jaisalmer, qui est juste en dehors de la ville, qui d'ailleurs porte le nom de celui qui l'a construit, le Maharaval Gatsi Singh, 14e siècle. Mais c'est aussi le cas pour d'autres lacs artificiels du Rajasthan, Rajsamand, Jaisamand, qui ont tous été construits par les souverains, car c'était une sorte de devoir du souverain de créer cet espace d'eau qui pourrait permettre aux gens de se désaltérer. Hein. Alors, Sarah, juste un petit constat concernant ce que vous disiez avec cette relation entre l'eau et les habitants des villes après l'avènement de l'islam. Vous disiez qu'il y a une dimension plutôt utilitaire des puits à niveau des Baoli ou Baoli, hein, comme on dit en Inde du Nord, mais je crois que cette dimension religieuse est restée. Hein. Et si on voit par exemple les puits à niveau datant du sultanat de Delhi, à Delhi, hein, pas besoin d'aller très loin, il y avait une centaine de Baoli à Delhi il y a un siècle, maintenant il y a à peine quelques-uns, mais ce qui reste, que ce soit le Agrasen qui Baoli à Connaught Place, que ce soit le Rajon qui Baoli près de Qutub Minar, il y a toujours une mosquée à côté. Donc il y a certes la dimension eau, la dimension espace frais, mais il y a aussi le fait qu'il y a c'est un endroit où on peut aller prier parce qu'il y a une petite mosquée à côté. Hein. Donc, et puis, encore une fois, ce devoir d'un sultan de construire l'eau est resté avec le Hawz-e Shamsi, par exemple, dans le sud de Delhi, le Hawz-e Alai, près de Roskaz, que vous connaissez sans doute. Et encore une fois, cette idée d'associer des légendes à ces plans d'eau, à ces étangs d'eau, pour leur donner une certaine sacralité. On le voit dans le cas du Hawz-e Shamsi dans le sud de Delhi, qui est censé avoir été construit par un sultan qui a vu le prophète dans son rêve, etc. Donc, ce lien entre politique et eau, accès à l'eau, l'usage de l'eau est tout à fait passionnant. Et je suis sûr que en lisant l'ouvrage, je saurais mieux, j'aurais une meilleure connaissance de cette notion. Merci encore. Faut lire les deux, hein. Et on peut qu'être d'accord. Il y a pas énormément de réponses, mais puisque tu as précisé, tu as fait une petite remarque additionnelle, je vais en faire une autre. C'est sûr que construire des lacs, creuser des puits, c'est un devoir. On trouve des plaques, des tambras partout, qui font état du donateur et que il offre, hein, etc., etc. Et c'est pas seulement de l'époque mongole, je dirais, parce que dans l'Arthashastra, on trouve aussi que c'est vieux, hein, l'Arthashastra, ça fait partie du corpus védique, même si on ne sait pas exactement à quel siècle le dater, c'est largement 10 avant, hein, c'est une dizaine avant. Le souverain, il a le devoir non seulement de construire des réseaux d'eau, mais d'assurer la gestion de l'eau de manière à ce que le peuple ne manque pas.
Et je trouve ça très intéressant que ça se soit... Merci de cette remarque, parce que ça nous permet de bien voir que c'est autant hindou que musulman, ça a traversé les cultures. Il y en a une, je préciserai, que ça parvient pas à traverser, c'est la culture du marché global. Parce que il n'y a pas ce devoir-là. Il y a... Et merci encore de la remarque sur l'eau et la politique. Et évidemment que l'eau, c'est une arme de guerre. Et il y a des livres qui ont été écrits, même Vandana Shiva, il y a assez longtemps, la guerre de l'eau. Le marché global s'empare de l'eau. Il y a des guerres entre pays, tous les fleuves mitoyens, et on ne voit pas du tout que la prédation soit en passe de céder à la prière, par exemple. Je caricature juste un peu, mais on parle beaucoup de l'impact du sentiment religieux. Et c'est vrai que ça a fédéré des mouvements extraordinairement puissants en Inde, comme Chipko, mais pas seulement, et puis avec des alliances de Gandhiens, de communistes, de beaucoup de synergies. Mais on peut pas s'empêcher de les trouver relativement impuissants devant la violence extraordinaire et exponentielle de prédation du marché global. Enfin, c'est... Ouais. Enfin bon, ouais, l'eau est politique. Alors maintenant, Sarah et l'histoire. Juste un mot parce que voilà, je vous rejoins tous les deux tout à fait et merci d'avoir insisté là-dessus. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de l'aspect politique, mais c'est essentiel puisque c'était vraiment un outil de légitimation politique, la construction de ces structures hydrauliques, surtout à partir donc de cette troisième phase d'urbanisation où ce sont vraiment les souverains qui se sont attribuer cette tâche de distribuer l'eau et on le voit aux inscriptions qui soulignent le fait qu'il y a une dimension politique et aussi à la monumentalité des objets qu'on a, puisque quand on compare les villes, par exemple, et les estimations qu'on a au niveau démographique, ces structures hydrauliques sont souvent surdimensionnées. Donc on voit qu'il y a vraiment une émulation et que c'est utilisé de façon à accorder une légitimation politique à des dynasties qui n'en avaient pas forcément. Voilà, donc c'est surtout dans les périodes de crise politique que ces structures se développent de façon beaucoup plus importante. Et pour ce qui est de la continuité avec les périodes islamiques, je suis tout à fait d'accord. C'est aussi quelque chose sur lequel je reviens souvent. Pour moi, c'est vraiment... Alors, effectivement, j'ai parlé des différences parce qu'il y a des différences culturelles et il y a des différences technologiques, mais de façon globale, moi, je vois tout à fait ça dans la continuité aussi. Le lac de Cancaria que j'ai présenté là, c'était un lac qui a été construit par un sultan, qui est tout à fait dans la tradition de ce qui s'est fait un ou deux siècles avant. Ce sont les mêmes artisans qui ont travaillé, c'est la même tradition vastu-shastrique qui a été utilisée pour ces constructions-là, et on est vraiment dans la continuité. Les souverains aussi tout à fait se présentent comme les dépositaires de cette mission de distribuer l'eau, que ce soit aux populations, aux animaux. C'est bien mentionné dans les inscriptions. Il faut que toute la terre ait accès à l'eau, et donc c'est pour la terre, pour les hommes, pour les animaux, pour les plantes, pour tout le monde. Je rebondis sur ton propos, Sarah. Quand tu dis c'est particulièrement en période de crise que ces souverains ont impulsé ces infrastructures, quelle en est la raison? Enfin, moi, ça me fait penser un peu au commissaire au plan. Il y a plusieurs décennies en France, on avait une vision un peu longue du politique qui promouvait ces infrastructures. Qu'est-ce qui faisait que c'est dans ces périodes de crise qu'il les construisait? Est-ce qu'on a des indices ou pas? Donc oui, c'est vraiment particulier à cette troisième phase d'urbanisation. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que tous les paysages hydrauliques qu'on a aujourd'hui datent de cette époque, ou en tout cas, cette époque a créé un genre architectural
qui est continué, qui est constamment répété de nos jours. Et même l'image du Ghat, comme on l'a à Bénarès, etc., c'est toujours dans l'idée de reconstruire ces escaliers qui descendent à l'eau comme on les a inventés quelque part au 10-11e siècle. Et cette période-là, c'est une période charnière parce qu'on parle du déclin de la deuxième phase d'urbanisation. Donc on classe en fait l'histoire urbaine en 3 grandes périodes actuellement. Et la première phase d'urbanisation, c'est la civilisation de l'Indus qui a disparu deuxième millénaire avant Jésus-Christ, voilà, et dont on a perdu les traces. Donc c'est une phase d'urbanisation qui est vraiment séparée de ce qu'on connaît maintenant de l'Inde. À partir de la deuxième phase d'urbanisation, les villes se développent autour de grands fleuves sacrés, surtout du Gange. Et suite à ce développement, il y a une période de déclin. La troisième phase d'urbanisation a été nommée ainsi parce que de nouvelles villes ont été construites loin de ces grands fleuves. Donc, avec les structures hydrauliques, on peut maintenant construire des villes, des villes et des villages dans des territoires éloignés qui étaient forestés et qui n'étaient pas développés. Ce qui permet à des dynasties qui n'ont pas de légitimité politique, qui ne descendent pas des Gupta, des Maurya, de développer des capitales, de développer des territoires, des royaumes très loin des centres civilisationnels de l'Inde, très loin du Gange. Et donc, ces nouvelles dynasties ont besoin d'une légitimité politique et ne descendent pas de ces grandes dynasties qui ont fait la grandeur de l'empire d'Ashoka, etc. Et donc, c'est là qu'interviennent ces monuments dédiés à l'eau, puisqu'il y avait besoin de tirer l'eau dans ces territoires éloignés. Et donc, ça a été utilisé comme outil de propagande politique, on peut dire, pour démontrer la capacité de ces nouveaux souverains à construire des projets monumentaux et à fournir de l'eau à la population et à de développer des territoires qui n'étaient pas développés. Donc c'était vraiment l'eau qui a permis de légitimer ces nouvelles dynasties et de légitimer ces nouveaux territoires. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup et pour l'exposition et pour votre présentation. C'est vraiment passionnant. Moi, je rebondirais sur la question d'Akhil parce qu'en fait, pourquoi cette instabilité? Pour moi, par exemple, tous les temples et héris du Tamil Nadu, c'est depuis l'époque Chola, etc. Et j'ai toujours lu dans la littérature que c'était grâce justement à toute cette... C'est parce qu'ils ont pu se développer et s'enrichir grâce au développement de la riziculture, grâce à ces étangs et ce développement de l'infrastructure. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est la relation à l'eau qui a été différente entre... où justement, chez les hindous, il ne faut pas forcément la polluer et chez les... musulmans, ça va être une relation un peu différente. Et est-ce que l'hypothèse de Rotzer de dire il y a eu un changement dans l'architecture, par exemple, des baolis, quand les musulmans sont arrivés, on a enlevé certains escaliers, on les a fait directs, alors que pour les hindous, ils cachaient un peu l'accès et ils faisaient un L. Est-ce que tu es d'accord avec cette théorie ou pas? Voilà. C'est un peu spécialisé, je suis désolée pour les autres, mais on pourra en reparler plus tard sinon. Alors, pour ce qui est de l'Inde du Sud, c'est un système un peu différent parce que c'est vraiment le temple qui est le moteur du développement urbain. C'est pas le souverain ou la dynastie, mais ce sont des institutions religieuses qui développent des temples qu'on appellera après Temple Town, qui favoriseront le développement urbain autour du temple et qui sont aujourd'hui encore visibles comme le centre, le cœur de ces villes, de ces centres urbains. Pour la deuxième question, est-ce qu'il s'agit de la question de la continuité en fait? Oui. Alors, la rupture, c'est effectivement que
qu'ils ont beaucoup utilisé les technologies et notamment la roue persane pour arriver à monter l'eau et donc à accéder à des territoires qui n'étaient pas accessibles à la ville jusqu'à présent parce que elle devait être à proximité du fleuve ou en tout cas c'était difficile de tirer l'eau vers le haut et donc on utilisait la gravité pour suivre le cycle de l'eau en fait et avec la roue persane on peut aller contre le courant. Et les puits à degrés ont souvent été utilisés de façon différente. Par exemple, Petruccioli l'a démontré pour Fateh Pour Sikri. Les puits à degrés ont continué à être utilisés et construits, mais ont été utilisés comme des puits en fait, ont serment servi à tirer l'eau vers le haut. Et donc on avait des séries comme ça de puits et de roues persanes les unes après les autres pour pouvoir arriver à monter l'eau jusqu'en haut de la colline. Pour moi, je préfère quand même pas insister sur la rupture parce qu'il y a effectivement des changements, il y a de nouvelles technologies qui sont introduites. Il y a le Kanat qui est aussi introduit en Inde, c'est un système iranien très important et qui est surtout utilisé sur la côte sud-ouest de l'Inde aujourd'hui. Mais il faut quand même le noter, ce sont des technologies qui n'existaient pas du tout en Inde. Donc il y a eu des changements. Au niveau social, aussi un changement important aussi pour moi, c'est le fait que l'eau disparaît du paysage puisqu'on utilise de plus en plus de technologies fermées comme la citerne, comme le Kanat, etc. Donc l'eau est en souterrain, elle ne s'évapore plus, donc ça a des qualités pratiques, mais du coup ça disparaît du paysage urbain. Donc il y a effectivement des changements, mais dans l'ensemble, il faut quand même pas oublier qu'on continue de construire ces grands réservoirs comme on a vu Kankaria ou les réservoirs que vous aviez mentionnés, que les puits à degrés continuent d'être utilisés aussi pour des questions religieuses et je pense qu'on a trop insisté sur la rupture et que c'est pas nécessairement que l'idée est fausse, mais il me semble important aujourd'hui de revenir un peu à cette idée plutôt de continuité, de penser que la majorité de la population a continué de visiter et d'utiliser les lacs, etc. Et qu'il faut pas se laisser éblouir par les constructions, les baolis mongols, etc. On a dans les textes, notamment dans les récits, dans les travelogues de voyageurs européens, on a de nombreuses descriptions des hindous qui continuent d'aller au lac, au fleuve, etc. Donc, il faut pas oublier que la vie continue au bord des lacs, quoi. Moi, j'ai une question à Olivia, mais on regardera ça plus tard. Je suis très curieuse dans ta remarque du rapport qu'il peut y avoir entre la différence d'un rapport de culture à l'eau et puis le fait que les escaliers d'accès soient coudés ou droits. Bon, mais... Une question pour Annie, c'est tu évoquais tout à l'heure le mouvement Chipko. Je pensais, alors sans comparaison, mais aucune, mais au mouvement des Champagan avant l'indépendance. Est-ce qu'on a des mouvements centrés sur l'eau avant l'indépendance, un peu comme on a aujourd'hui, on a eu Chipko aujourd'hui? Est-ce qu'il y a sur l'eau ou sur l'écologie, on peut prolonger. Chipko est surtout centré sur la forêt. Oui, sur la forêt. Des mouvements, je ne sais pas, mais il y a le célébrissime épisode des Bishnoi, qui est 200 ans avant Chipko, et qui a, on a les mêmes images dans l'imagerie populaire, c'est-à-dire des femmes, là, ces princesses en l'occurrence, qui protègent leurs arbres et en fait qui se font décapiter par à l'époque c'est pas le gouvernement central mais c'est le Maharaja local, et il en faut 380 ou 363, je sais plus, mortes après mort, les hommes sont arrivés aussi. Il y a ces précédents. Je pense que on en parlera un peu. Le mot écologique, voilà, c'est un anachronisme, c'est évident. Après, il y a des combats. Beaucoup des émeutes paysannes, décrites en particulier par les historiographes subalternistes, c'est des questions de survie, c'est des questions bien sûr politiques. Et l'écologie, qui est celle des femmes de Chipko, c'est une question de survie aussi. Donc,
Donc, on appelle mouvement ce qui, en d'autres temps, dans d'autres contextes, est une émeute. Et à ce titre-là, je me demande s'il n'y en a pas plusieurs. Chez les Santals, par exemple, ils ont un héros qu'ils célèbrent dans des ballades et des chants, et qui a voulu défendre la forêt. Est-ce qu'on va dire que il a mené un combat écologique? Je sais pas. Je sais pas. C'est une vraie question, l'utilisation de ce mot. Qu'est-ce qu'on entend par un combat écologique ou environnemental? Parce que moi, j'ai pas de souci, hein, si tu veux, à faire des anachronismes en utilisant ce terme. Mais il y a tellement de choses qui vont avec. C'est-à-dire le type d'enjeu, le type d'enjeux qui étaient défendus et du coup de conditions dans lesquelles sont nés ces mouvements, c'est bien différent de ce que on entend dans les pays développés aujourd'hui par mouvement écologique, tu vois. Mais c'est une très longue... Il faudrait faire un colloque rien que sur ça. Hein. Ouais. Eh ben, on va éventuellement vous laisser poursuivre ce colloque donc du coup donc au foyer donc là-haut avec donc des rafraîchissements bien mérités. Oui, bah oui. Et puis il fait très chaud dans la pièce, c'est vrai, malheureusement. Les conditions thermiques ne sont pas idéales. J'en profite juste pour rappeler que vous proposerez également à la vente donc et à la dédicace vos 2 ouvrages donc également donc tout de suite après dans notre foyer. Voilà. Tout à fait. Et que je redis pour la captation que vous présentez également donc des ouvrages donc d'Anupam donc Mishra. Voilà. Merci à toutes et tous pour votre présence.